La maison embaumait la sauge et la dinde rôtie, une chaleur qui aurait dû promettre du réconfort. Je me dirigeais vers la chambre d'amis lorsque je remarquai que la porte du bureau était entr'ouverte. La voix de mon père, basse mais ferme, portait à travers l'interstice. « Ta sœur, elle ne vaut pas un sou de ce qu'elle a fait. » Pendant une seconde, je crus avoir mal entendu. Puis la douce réplique de Nathan suivit, incertaine, presque apologétique. Je restai figé, mon pouls battant la chamade dans mes oreilles. De là où j'étais, je pouvais juste apercevoir la courbe de l'épaule de ma mère alors qu'elle se tenait près de la fenêtre. Richard feuilletait des papiers à son bureau. Nathan était affalé sur le canapé, mais ce fut Sylvie qui tourna la tête la première. Ses yeux rencontrèrent les miens à travers la petite ouverture. Au lieu du choc ou de la honte, elle esquissa le plus petit des sourires, comme si elle m'avait attendu pour entendre. Ce sourire m'anéantit plus que les mots eux-mêmes. Il me dit tout ce que j'avais craint, mais n'avait jamais voulu croire. Que ma place dans cette famille avait été discrètement révisée. Ma valeur évaluée et rejetée, tout cela sans que ma voix ne soit présente dans la pièce. Je reculai dans l'ombre, chaque souvenir de trophées ignorés et de louanges différées se heurtant en une vérité cinglante. La maison me parut plus froide malgré le feu qui brûlait dans la cheminée, chaque portrait au mur me rappelant dont le visage avait toujours eu plus d'importance. Au moment où j'atteignis la chambre d'amis, mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine fermer la porte. Je m'assis sur le bord du lit, fixant la fade couette à fleurs, les bruits de rire d'en bas montant comme si rien n'avait été brisé. Mais quelque chose l'avait été, et je savais que je ne dormirais pas cette nuit-là. Le sommeil me refusa, et au lieu de cela, mon esprit vagabonda en arrière à travers les années, dressant un bilan des moments d'enfance qui prenaient maintenant un sens terrible. Nathan était toujours sous les projecteurs lorsqu'il atteignit la finale du concours d'éloquence en première. Mes parents traversèrent le pays sans hésitation. La même semaine, je m'étais qualifié pour le championnat de mathématiques de l'État. J'y allais seul avec mon professeur, mes parents me souhaitant bonne chance avec un sourire poli et un rappel que Nathan avait davantage besoin de leur soutien. « Tu iras bien », disait toujours ma mère, son ton doux mais dédaigneux, comme si l'indépendance avait été mon état naturel plutôt qu'une condition imposée par la négligence. J'appris tôt que la reconnaissance était une ressource allouée avec parcimonie et rarement à moi. Il y eut une exception, ma grand-mère, Hélène. Elle vivait dans un petit pavillon artisanal de l'autre côté de la ville, une maison qui sentait la lavande et les vieux livres. Les week-ends, elle étalait les relevés bancaires sur sa table de cuisine et me faisait découvrir les mystères des intérêts composés et des obligations d'épargne. L'indépendance financière, c'est la liberté, disait-elle plus d'une fois, sa voix posée, ses yeux plus vifs que personne ne lui rendait justice. Tandis que Nathan se plaignait que ses visites étaient ennuyeuses et restait souvent à la maison, j'absorbais chaque mot. Lorsqu'elle décéda pendant ma terminale, elle me laissa 15 000 €, spécifiquement destinés à mes études, lors de la lecture du testament. J'aperçus le bref échange de regards de mes parents, quelque chose de cassant dans leurs expressions. Plus tard, ma mère remarqua, presque nonchalamment, « Ta grand-mère t'a toujours préféré », transformant ce qui avait été un cadeau en un coin. Cet héritage devint mon billet de sortie, bien que même alors il fut redéfini comme un déséquilibre. Nathan reçut les frais de scolarité, le logement et des allocations illimitées. J'ai tiré le cadeau d'Hélène à travers des bourses et des emplois à temps partiel, apprenant à vivre avec des marges si serrées qu'elles me coupaient. Allongée éveillée dans la chambre d'amis maintenant, je réalisais qu'Hélène avait fait plus que me donner de l'argent. Elle m'avait donné des outils que mes parents n'avaient jamais eu l'intention que je possède, la connaissance de me tenir seule. Tandis que je pressais mes paumes contre la couette, je savais que ces leçons étaient sur le point de devenir ma seule défense. Parce que le conte que j'avais autrefois appelé famille venait de me déclarer insolvable. Paris était le premier endroit où je me sentis à la fois invisible et libre. Invisible parce que personne ne se souciait du nom de la famille Dubois. Libre parce que, pour une fois, je pouvais me définir par des chiffres sur un grand livre plutôt que par un rôle assigné à la table du dîner. L'héritage d'Hélène couvrit ma première année de frais de scolarité et de livres. Après cela, je m'en sortis, bourse, travail-études à la bibliothèque, tutorat en calcul le week-end. Je m'habituais à compter chaque euro 2 fois, non par peur, mais par fierté. De retour à la maison, Nathan avait choisi l'université de la Sorbonne.
Mes parents payaient la facture en entier, justifiant la dépense par des mots que je pouvais encore entendre, il a besoin du bon environnement pour réussir. Son bon environnement était un appartement près de la Seine et une nouvelle voiture dans l'allée. Le mien était un dortoir à la peinture écaillée, des postes au réfectoire et des manuels achetés d'occasion et revendus contre de l'argent. Après l'obtention de mon diplôme, je déménageai à Lyon, acceptant un poste dans une entreprise de conseil financier. Mon appartement dans le vieux Lyon faisait à peine 60 mètres carrés, mais il était à moi. Chaque meuble que j'achetais d'occasion et que je restaurais me semblait une déclaration. Je construisis ma vie brique par brique. Mon fonds d'urgence grandit lentement, puis régulièrement. Les cotisations de retraite suivirent et finalement un portefeuille qui dépassait même certains de mes collègues plus âgés. Mais la discipline n'effaçait pas l'obligation. Chaque mois, sans faute, je virais 500 € à ma famille à Bordeaux. Cela avait commencé des années plus tôt lors de ce que mon père appelait un ralentissement temporaire dans le secteur de la construction. Je me disais que c'était ma contribution, la preuve que j'appartenais toujours à l'unité familiale. Malgré la distance, même après que l'entreprise se fut rétablie, les transferts continuèrent sans être remis en question. Je considérais cela comme un devoir alors, comme si mon indépendance devait être subventionnée par un lien. Ce soir, assise dans la chambre d'amis avec les voix de mes parents résonnant encore en moi, je le voyais différemment. L'argent que j'avais envoyé toutes ces années était plus qu'une obligation. C'était du carburant pour une machine qui prétendait maintenant que je ne valais rien du tout. Le dîner de Noël était censé être une célébration, mais dans ma famille, cela ressemblait toujours plus à une scène. La table brillait de verre en cristal et d'argenterie polie à la perfection. Chaque détail minutieusement choisi par ma mère. J'avais répété comment j'allais leur annoncer que Pierre m'avait demandé en mariage. Que la bague était exactement ce que je voulais, simple et choisi avec soin. J'attendais le bon moment, mais avant que je puisse finir la phrase, Nathan se racla la gorge et se lança dans la description de sa dernière idée de start-up. Mon père se pencha immédiatement en avant, les yeux vifs, le bombardant de questions sur la croissance du marché et le capital risque. Ma mère posa sa main sur celle de Nathan et sourit fièrement comme si le repas lui-même avait été préparé en l'honneur de sa vision. Quand j'essayai à nouveau, mentionnant doucement mes fiançailles, les mots tombèrent à plat. Sylvie me jeta un bref coup d'œil, ses lèvres se recourbant en ce léger sourire que je connaissais trop bien. C'était le sourire qui me disait qu'elle m'avait entendu, et aussi qu'elle avait déjà décidé que le sujet n'était pas digne d'attention. La conversation revint à Nathan, et ma nouvelle disparut comme une fourchette tombée sous la table. Des heures plus tard, alors que la maison s'installait dans son silence nocturne, je passai devant le bureau. La porte était à nouveau entr'ouverte. La voix de Richard était ferme, certaine. L'entreprise, la maison, la fiducie, tout cela ira à Nathan. C'est déjà structuré. Elle n'en a pas besoin. Je retins mon souffle, mon cœur battant contre la paroi de ma poitrine. À travers la mince ouverture, je vis Nathan hocher la tête, mal à l'aise mais silencieux. Ma mère se tenait à la fenêtre, son reflet capturé dans la vitre. Elle se retourna, me vit là, et rencontra mes yeux sans surprise, puis sourit du même sourire complice qui m'avait fait taire au dîner avant de se retourner comme si mon exclusion avait toujours fait partie du plan. Je me glissai de nouveau dans le couloir, l'écho de son sourire brûlant plus fort que les mots de mon père, sachant déjà que je ne pouvais pas laisser la nuit se terminer sans ouvrir chaque grand livre qu'ils avaient essayé de garder caché. La maison était sombre à l'exception de la faible lumière dans la chambre d'amis où j'étais assise avec mon ordinateur portable équilibré sur mes genoux. J'aurais dû dormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sourire de ma mère, cette confirmation silencieuse de mon effacement. Au lieu de me reposer, j'ouvris les dossiers que j'avais emportés à travers le pays. Des dossiers méticuleux que j'avais toujours tenus. Virements bancaires, résumés de comptes, reçus scannés. Au début, je me dis que je les passais simplement en revue pour me distraire. Mais à mesure que les heures passaient, l'histoire de ma vie commença à se dérouler en chiffres qui parlaient plus fort que n'importe quel toast de vacances. Ligne après ligne montrait les transferts mensuels de 500 € sans faute, remontant à près de 7 ans. 42 000 € virés fidèlement à un compte familial qui, je le savais maintenant, n'avait rien à voir avec des ralentissements temporaires. Je fis défiler plus loin et me figer quand je vis une autre entrée.
8 000 € tirés directement de l'héritage qu'Hélène m'avait laissé. Le compte avait été vidé 3 ans plus tôt, déguisé en investissement familial. Je le traçais jusqu'au lancement de l'application de Nathan, celle qui avait échoué avant que l'encre ne sèche sur ses cartes de visite brillantes. Personne ne m'avait demandé. Personne ne m'avait remboursé. Puis vint la plus grande violation. Je trouvais des documents de prêt liés à l'entreprise de construction de mon père. La section du garant portant mon nom, mon historique de crédit, ma stabilité utilisée sans ma connaissance. Je me souvins avoir signé une pile de formulaires d'assurance lors d'une visite de Noël, sans réaliser ce qui avait été glissé à l'intérieur. La réalisation me glaça plus que l'air de novembre s'infiltrant par la fenêtre. Je commençai à taper page après page. Je cataloguais non seulement l'argent, mais les moments. Le championnat auquel j'avais participé seul. Les bourses pour lesquelles je m'étais battu. Les dîners ou les croquis ou les idées de Nathan éclipsaient chacune de mes réalisations. 7 pages au total. Le registre d'un déséquilibre d'une vie. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. La preuve que je n'avais pas imaginé cela. Des preuves qui pourraient résister aux dénégations que je savais venir. Au moment où la première lumière pressait contre les stores, mes mains me faisaient mal à force de taper, mais mon esprit était clair. J'avais fait le bilan, et le solde était final. La seule tâche restante était de le leur présenter. Au moment où l'aube se levait sur les collines, j'avais déjà préparé une pleine cafetière de café. Le rituel me calmait, les doses mesurées, le bourdonnement de la machine, l'odeur piquante remplissant la cuisine silencieuse. Je posai 4 tasses sur la table de la salle à manger, une pour chacun de nous, et les dossiers à côté d'elle comme des marques place à un banquet que personne n'avait voulu. Richard fut le premier à apparaître, attiré par l'odeur, ses yeux passant des tasses à mon visage, puis à la pile de papier. Il savait que ce n'était pas un petit déjeuner ordinaire. Sans attendre qu'il parle, je fis un geste vers sa chaise. « Asseyez-vous. Nous avons des choses à discuter. » Sylvie entra quelques instants plus tard, toujours impeccable dans ses vêtements du matin, une légère trace de parfum la suivant. Nathan arriva en dernier, les cheveux ébouriffés, se frottant le sommeil des yeux. Ils prirent place, perplexes, mais méfiants, je fis glisser un dossier vers chacun d'eux. À l'intérieur se trouve un relevé complet de chaque euro que j'ai contribué à cette famille depuis que je suis parti pour Lyon. 42 000 € de virement, 8 000 € volés de l'héritage que grand-mère Hélène m'a laissé et des documents de prêt frauduleux signés en mon nom. Lisez-les. Richard tourna une page, sa mâchoire se serrant. C'est inutile, dit-il. Les affaires sont compliquées. Les familles s'entraident. L'aide n'implique pas la falsification, répondis-je, ma voix calme et posée, le ton que j'utilisais dans les salles de conseil. Sylvie tendit la main vers sa tasse, ses doigts tremblant légèrement. Clara, ma chérie, tu réagis de manière excessive. Nous t'avons toujours soutenue à notre manière. Pense à tout ce que nous avons fait. Ton éducation, tes opportunités. Mon éducation a été payée par des bourses et des emplois. Mes opportunités, je les ai créées moi-même. Ce que vous avez fait, c'est siphonner mes ressources tout en me disant que je n'avais aucune importance. Nathan resta silencieux, fixant les papiers, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. Je laissai le poids de la preuve s'imposer dans le silence. Finalement, je reculai ma chaise et me levai. J'en ai assez. Plus de virements. Plus de garanties. Je ne financerai pas cette famille tout en étant effacé d'elle. La pièce sembla se contracter. La table polie soudain trop petite pour nous contenir. Les yeux de Richard se plissèrent. Le visage de Sylvie pâlit. Les doigts de Nathan se resserrèrent autour du dossier. Je laissai les mots là, définitifs, me préparant déjà à ce qui allait suivre. Nathan fut le premier à briser le silence, sa voix rauque d'incrédulité. Clara, tu as mal compris. Papa n'a jamais voulu dire que tu n'étais pas incluse. Ces choses sont compliquées. Tu fais en sorte que ça paraisse pire que ce n'est. Je rencontrai ses yeux à travers la table. Ai-je mal compris en travaillant le soir à la bibliothèque pendant que tu recevais une voiture à 16 ans?
Ai-je mal compris en payant mes études à Paris pendant que maman et papa couvraient chaque euro de tes frais de scolarité à la Sorbonne? Ai-je mal compris en envoyant 500 € par mois de mon salaire pendant que tu vivais sans loyer dans un appartement qu'ils avaient meublé pour toi? La couleur quitta son visage. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Aucun mot n'arrivant assez vite pour atténuer la vérité. Je me penchai en avant. Le lancement de l'application dont tu te vantais, celle qui a échoué en quelques mois. Sais-tu d'où venait une partie du financement? Ses sourcils se froncèrent, l'incertitude scintillant. Papa a dit. 8 000 €, l'interrompis-je, de l'héritage de grand-mère Hélène. De l'argent qui m'était destiné pour mes études. Il est allé dans ton projet sans ma connaissance et sans un seul mot de remboursement. Le papier dans ses mains tremblait alors qu'il parcourait les lignes de ma documentation. Pour la première fois, il ressemblait moins au fils préféré qu'à quelqu'un qui avait été maintenu dans une illusion soigneusement élaborée. Il se tourna vers nos parents, sa voix montant. C'est vrai? Vous avez pris son argent pour couvrir mon entreprise. Vous avez utilisé ses virements toutes ces années. Sylvie commença à répondre, adoucissant son ton pour se justifier, mais le regard acéré de Richard la fit taire. Le regard ne fit que confirmer ce que Nathan suspectait déjà. Ses épaules s'affaissèrent, la confusion faisant place à quelque chose de plus proche de la honte. Pour la première fois, je vis les ficelles qu'il avait maintenues en hauteur, et je le vis réaliser qu'elles avaient été tirées par les mêmes mains qui m'avaient ligoté. La pièce parut différente alors, comme si le scénario leur avait échappé, et Nathan restait là à regarder les pages, ne sachant s'il devait continuer à lire ou enfin les laisser de côté. Après la confrontation, la maison sembla se refermer sur moi. Chaque surface polie reflétait une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. Je retournai à la chambre d'amis et commençai à faire mes bagages. Les mouvements étaient efficaces, pratiqués comme pour préparer un voyage d'affaires, bien que cette fois je savais que je ne reviendrais pas. Sur mon ordinateur portable, j'annulai toutes les autorisations liées aux comptes familiaux. Les virements automatiques cessèrent en quelques clics et j'envoyai des avis à ma banque pour qu'aucun paiement futur ne soit traité. Vint ensuite le travail plus difficile, geler mes rapports de crédit, verrouiller l'identité que mon père avait utilisée si librement. Le service juridique de mon entreprise répondit dans l'heure à mon message crypté, confirmant qu'il poursuivrait les garanties frauduleuses liées à mon nom. À chaque étape, les liens se desserraient jusqu'à ce qu'il ne reste que leurs ombres. Ma valise était prête près de la porte avant l'aube. J'avais déjà changé mon vol pour Toulouse, où un nouveau rôle de senior m'attendait. C'était plus qu'une promotion. C'était une chance de recommencer dans une ville où personne ne me connaissait comme la fille de Richard et Sylvie, où mon travail serait reconnu sans comparaison. Avant de partir, je fouillai dans mon sac pour le seul objet que j'avais discrètement porté toutes ces années, la clé en laiton de la maison artisanale d'Hélène. Elle n'ouvrait plus aucune serrure, mais elle m'avait toujours rappelé la sécurité. Je m'arrêtai dans un petit magasin près de l'aéroport et leur demandai de graver un seul mot sur sa surface usée. Limite. Lorsque j'embarquai dans l'avion, la clé reposait dans ma paume, chaude de ma prise, un dernier héritage non pas d'argent, mais de sens. Alors que les roues quittaient la piste de Bordeaux, je compris que ma vie n'était plus une garantie pour les dettes de quelqu'un d'autre. Des mois passèrent avant que le premier message n'arrive. L'email de Sylvie dégoulinait de sentiments, mêlant des souvenirs d'enfance à des appels à la compréhension. Elle me rappela les fêtes passées, les repas préparés et les sacrifices prétendument faits, bien que chaque ligne portait le poids indéniable de la culpabilité. Je le lus 2 fois, puis répondis en 3 phrases, accusé de réception, clarification que j'allais bien, et un rappel que toute correspondance future devrait se limiter aux questions nécessitant une documentation. Richard me contacta peu après, bien que son ton fût strictement professionnel. Il me présenta comme une consultante de confiance dans des lettres à ses partenaires commerciaux, comme si l'attachement de mon nom pouvait sauver la crédibilité qu'il avait perdue. Je redirigeai chaque demande vers la ligne générale de mon entreprise, m'assurant qu'il ne recevait rien de plus que la même courtoisie automatisée étendue à tout autre client. La distance était ferme, et je la maintins. L'appel de Nathan vint plus tard. Hésitant au début, il n'habilla pas ses mots et ses excuses. Au lieu de cela, il admit ce que je soupçonnais depuis longtemps, qu'il s'était appuyé sur leur soutien sans demander d'où il venait, qu'il avait accepté les avantages comme naturels.
Je pensais que j'en avais besoin, dit-il doucement, mais je crois que je ne savais tout simplement pas comment me tenir sans l'échafaudage. Sa voix ne portait aucune exigence, seulement la reconnaissance. Pour la première fois, je crus qu'il pourrait apprendre à porter son propre poids. À Toulouse, j'ai bâti quelque chose qu'Hélène aurait reconnu. J'ai créé une bourse à son nom, dédiée à l'enseignement aux jeunes femmes d'Occitanie des leçons mêmes qu'elle avait autrefois étalées sur sa table de cuisine. Les candidatures ont rempli ma boîte de réception. Des étudiantes désireuses de comprendre la budgétisation, le crédit, l'indépendance. Chaque histoire me rappelait que son héritage n'avait jamais été l'argent, mais la connaissance qu'elle donnait librement. Le passé me pesait parfois encore, mais il ne dictait plus mon bilan. J'investissais dans des avenirs qui voyaient de la valeur là où la mienne avait autrefois été refusée, et je me préparais au jour où j'accrocherais enfin la clé d'Hélène sur mon propre mur. Mon appartement à Toulouse donnait sur la Garonne, l'eau devenant dorée sous le soleil de fin d'après-midi. Sur le mur au-dessus de mon bureau était accroché un simple cadre, et à l'intérieur la clé en laiton qu'Hélène avait autrefois pressée dans ma paume. La gravure brillait faiblement à la lumière, limite. C'était devenu plus qu'une relique. C'était une boussole, un rappel que les serrures que je choisissais importaient plus que les portes qui m'étaient fermées. Quand Pierre et moi nous sommes mariés, la cérémonie était petite, tenue dans une salle bordée de fenêtres qui donnaient sur le port. Des amis se tenaient avec nous, des collègues qui me connaissaient non pas comme la fille de quelqu'un, mais comme quelqu'un dont le travail comptait. Nathan est venu seul, son costume mal ajusté, son expression abattue. Il a offert de discrètes félicitations et aucune défense des personnes qui étaient restées absentes. Ce silence était une sorte de règlement de compte. L'absence de Richard et Sylvie n'a pas vidé la journée. Au lieu de cela, elle a confirmé ce que j'avais fini par comprendre. La famille n'est pas définie par des liens de sang ou des tables partagées, mais par ceux qui investissent dans votre valeur sans exiger de remboursement. Ma grand-mère avait connu cette vérité bien avant moi. Elle l'a plantée en moi, et je l'ai portée ici dans cette ville, dans cette vie que j'ai bâtie sans leur échafaudage. Le soir, je m'assois parfois sous le cadre et laisse mes yeux se poser sur la clé. Elle n'ouvre plus la maison artisanale d'Hélène, mais elle déverrouille quelque chose de bien plus grand. Elle parle de liberté gagnée, de dignité retrouvée, d'amour choisi plutôt que dû. Et alors que je regarde la rivière, je sais que l'avenir qui m'attend au-delà de ma porte est un avenir que j'ouvrirai à mes propres conditions.